Retour en direct sur le plateau de Village Semences en région pour toute la semaine. Nous sommes au laboratoire d'analyse du Comité Nord à Arras, très exactement à Achicourt. On a parlé des pommes de terre en début d'émission. Aujourd'hui, on va parler du lin. La région Nord est en effet le plus gros producteur mondial de lin fibre, une activité qui est pérennisée par l'excellence de sa filière, de par sa création variétale, sa production de semences, sa production de fibres et du teillage. Le teillage, on va en parler notamment avec trois invités. Laurent Cazenave, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication de la coopérative Terre de Lin. Exactement. Voilà, le lin, donc c'est le sujet. À vos côtés, à votre gauche, Reynald Tavernier, bonjour. Bonjour. Directeur et sélectionneur chez Linéa Semences. En deux mots, Linéa Semences. Linéa Semences, c'est une société de création variétale en lin qui appartient à 4 coopératives de teillage de lin, donc qui vont extraire la fibre de la paille de lin. Le teillage, c'est ça, c'est donc extraire la fibre de la paille de lin. Et à ma droite, Alexis Ménager, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur d'une marque qui s'appelle Embrun. Vous faites quoi? À vos côtés, il y a du tissu. Je soupçonne que vous êtes un peu en bout de ligne. Voilà, tout à fait. Nous, on a créé avec mon épouse Camille une marque de linge de maison en lin et d'accessoires de décoration, donc 100% lin et 100% français. D'accord. Laurent Cazenave, donc chargé de communication de la coopérative Terre de Lin. Je disais la région, voilà, on est un peu numéro 1 français mondial. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la production de lin ? Alors, c'est vrai, nous sommes le numéro 1 mondial de la production de lin pour la production de fibres, donc c'est-à-dire à destination de l'habillement. En fait, la zone de production est très localisée. Elle va de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France. Vous avez 100 000 hectares à peu près dans cette zone-là, un petit 20 000 qui couvre la Belgique et les Pays-Bas. Et là, vous avez la production de fibres de lin pour l'industrie textile au niveau mondial. Donc nous sommes vraiment leaders mondial sur ce secteur-là. C'est quelque chose qui est en croissance, je crois. J'ai envie de dire, je suis presque surpris, mais il me semble qu'on est en croissance de ce point de vue-là. Ah oui, c'est totalement en croissance. Depuis environ une dizaine d'années, on a une augmentation des surfaces qui est assez régulière, d'à peu près 5% par an. Et c'est parce que la consommation de vêtements, de linge de maison est également en croissance. Et c'est notamment ces marchés de consommation de vêtements et de linge de maison qui pousse la production. C'est ce côté fibre naturelle, quelque part, qui plaît, d'après ce qu'on peut savoir, justement. Alors, il y a plusieurs facteurs qui plaisent au niveau du consommateur. Effectivement, la première chose, déjà, c'est une fibre qui est très localisée. Donc, on sait d'où elle vient, où elle est produite. Il y a un véritable savoir-faire, une véritable histoire. Et ensuite, il y a tous les aspects éco-responsables de la culture. C'est-à-dire ? C'est une culture qui n'est pas irriguée, donc c'est vraiment un très grand atout. Et oui, bien sûr. Ensuite, c'est une culture qui a très peu d'intrants et qui a une rotation longue, c'est-à-dire elle revient sur le même champ tous les 7 ans et c'est un processus agronomique très vertueux. D'accord. Alors avant de parler des produits, parce que devant vous, et autour d'ailleurs, on a quelques produits intéressants. Allez, on va regarder, voilà. Chloé est en train de nous montrer à l'image différents états. Les différents états du lin. Ce que vous voyez, donc la première chose, donc c'est la fibre de lin. Donc sous deux aspects, là le lin peigné et juste à côté le lin taillé qui est la première étape. Donc c'est cette partie-là qu'on va extraire de la plante. Oui. Il y a à peu près 25 à 30% de fibres dans la plante et c'est ce matériau que les filateurs vont utiliser pour faire le fil. D'accord. Donc nous, notre métier est vraiment toute la filière amont de la filière lin, c'est-à-dire de la création variétale, production de semences, culture, teillage et peignage. Création variétale. Reynald Tavernier, je rappelle que vous êtes directeur et sélectionneur chez Linéa Semences. Linéa Semences, vous allez notamment travailler sur la recherche de nouvelles variétés de lin, c'est exact ? Oui, exactement. Mon métier consiste à réunir au sein d'une même variété toutes les caractéristiques recherchées par les différentes parties prenantes de la filière. Oui. Donc à savoir qu'on va d'abord considérer les attentes des consommateurs, donc ils souhaitent que l'on s'inscrive dans le cadre de l'agroécologie. Ensuite, on va considérer les besoins des transformateurs, on en a parlé, mais nous, pour faire une variété, il va falloir que les variétés soient teillables. Donc pour le transformateur tailleur, pour le transformateur filateur,
On va considérer également les caractéristiques agronomiques recherchées par les agriculteurs. Donc aujourd'hui, en particulier, des variétés tolérantes aux maladies. D'accord. Et après avoir considéré tous ces éléments-là et le changement climatique, bien évidemment, on va essayer de réunir au sein d'une même variété toutes les bonnes qualités pour qu'on puisse répondre aux besoins de tout le monde, en sachant que pour ce faire, on a un outil qui est très précieux, qui est notre collection de ressources génétiques. Qui est une véritable... C'est quoi, évidemment? C'est finalement des archives. Oui, c'est de la diversité génétique qui va nous permettre, de trouver des plantes qui vont s'adapter au changement. On va regarder quelques images, comment dirais-je, qui montrent finalement je crois des cultures de lin, peut-être la récolte du lin en tant que tel. Alors là, qu'est-ce que l'on voit ici, Laurent Cazenave? Donc on a déjà extrait la fibre, vous voyez, donc la personne au premier plan qui tient la fibre, donc c'est le lin taillé qui va rentrer dans le process de peignage. Donc c'est la deuxième transformation. On va passer d'une longueur de 90 cm. Après l'avoir peigné, c'est comme si on avait peigné des cheveux, c'est exactement pareil. On va diviser la fibre et ensuite on va en faire un ruban continu que vous allez bientôt voir à l'image. Là qui arrive dans ce petit tonneau. Et ce ruban continu est donc le produit de lin peigné est prêt pour partir en filature pour être filé. D'accord. Alexis Ménager, vous êtes, connecté directement. Alors, vous êtes, je le disais, un petit peu en bout de chaîne, même si, en préparant cette émission, vous m'avez dit, j'ai de la famille qui est agriculteur, producteur de lin. Donc, vous n'êtes pas arrivé au lin par hasard. Et si vous êtes aujourd'hui dans le produit un peu plus fini, il y a une petite histoire familiale, peut-être, là-dedans? Tout à fait. Donc, aujourd'hui, je suis issu d'une famille de 4 générations de producteurs de lin. J'ai un arrière-grand-père qui était également tailleur de lin près de Fécamp, donc en Seine-Maritime. Et donc on a effectivement on partait du constat que finalement dans les produits finis il y avait assez peu de traçabilité complète. Et quand on a décidé de se lancer dans la création d'une marque avec Camille, mon épouse, la marque Embrun. La marque Embrun, voilà. C'est assez naturellement qu'on s'est tourné vers Terre de Lin, qui est la coopérative qui taille le lin de l'exploitation familiale, donc cultivé par mon frère et mon oncle. Et c'était pour en faire quoi ce lin finalement? Pour en faire un tissu, pour en faire des vêtements, pour en faire quoi donc? Des rideaux? Tout dépend de la qualité, mais effectivement, les fibres les plus nobles partent pour l'industrie du vêtement ou du linge de maison, sur des produits qui sont tissés avec du fil assez fin, donc de bonne qualité. D'accord. Et donc on a mis en place avec Terre de Lin un processus de traçabilité qui nous a permis donc d'avoir une vision on va dire de A à Z sur l'ensemble des maillons de la chaîne. Et éclairez-moi, pourquoi la traçabilité en particulier? Pourquoi est-ce que le consommateur lui est plus intéressé sur la traçabilité de ce produit-là et des produits que vous proposez en lin, des tissus en lin? Aujourd'hui, le consommateur est quand même de plus en plus en recherche de traçabilité. On le voit beaucoup dans l'alimentaire, ça commence à arriver dans on va dire dans l'habillement et le linge de maison. Et donc on a souhaité proposer un produit fabriqué en France, d'une qualité, on va dire, haut de gamme, premium, tout en ayant une traçabilité jusqu'à l'ensemble des prestataires de la filière. Des semences françaises, du lin qui a poussé en France, qui est transformé en France et qui est distribué en France. C'est ça, c'est l'esprit. Voilà, tout à fait. Donc nous on distribue nous-mêmes nos produits sur un site internet qui s'appelle www.embrun.fr. D'accord, qu'est-ce que je vais y trouver? Je peux y trouver un costume en lin, des draps en lin ou alors que du linge de maison et des accessoires de décoration. D'accord, par exemple. Beaucoup de linge de lit, de couette, drap housse, drap plate et d'oreiller, du linge de table, des nappes, des serviettes, du linge de bain, beaucoup de rideaux. Et on fait maintenant des canapés avec un fabricant de canapés qu'on recouvre de lin, donc c'est fabriqué dans l'ouest de la France. Voilà, tout ce qui est, on va dire, qui tourne autour de l'habitation. D'accord, donc voilà une et la jolie nouveauté diversité. Sur l'année 2020, c'est que en fait, on était chef d'orchestre d'un ensemble de prestataires. On avait 4 ateliers de confection qui travaillaient pour nous, et on a créé donc en 2020 notre propre atelier de confection, donc en Normandie, à quelques kilomètres de chez Terre de Lin, où nous avons embauché 2 couturières qui fabriquent aussi une partie de nos produits aujourd'hui. Alors, pendant qu'on voit quelques images d'illustration sur la production, la transformation du lin, Rénal de Tavernier, comment dirais-je, l'idée aussi intéressante, c'est que tout se valorise dans le lin, je crois. Oui. Absolument tout, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de pertes. Détaillez-moi un petit peu, voilà, comment. Exactement, vous avez quoi devient quoi? Entièrement raison. Donc, sur une tige de lin, vous avez tout d'abord l'épiderme, ensuite vous avez la fibre et à l'intérieur, vous avez le bois du lin. Donc, tout se valorise effectivement, on a parlé de la valorisation des fibres, mais le bois du lin peut se valoriser en tant que combustible pour chaudière biomasse. Ensuite, la graine de lin se valorise en alimentation animale
Un bel exemple de cette valorisation est la filière bleu-blanc-cœur. Et puis aujourd'hui, les fibres, au-delà des aspects textiles et linge de maison, on commence à utiliser les fibres en tant que composants des matériaux composites pour se substituer à la chimie du pétrole. Et ça, c'est un avenir intéressant. L'huile de lin aussi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors l'huile de lin, depuis peu de temps, désormais depuis décembre 2008, on peut l'utiliser en alimentation humaine. Sous forme de mélange. Donc on peut consommer désormais de l'huile de lin. Mais cette huile de lin est également utilisée dans les peintures, rentre dans la composition des peintures, les détergents, le carolin, etc. On retrouve le lin un peu partout. Et Laurent Cazenave, Reynald Le Tavernier en parlait, il y a des utilisations du lin qui vont permettre presque de remplacer des produits pétroliers à côté de vous. Donc on a la classique bobine de fil de lin, j'ai envie de dire, mais on a aussi un haut-parleur et puis un casque de vélo, j'imagine, oui, ou de cheval, peut-être, je ne sais pas. Donc ça, c'est fait avec du lin, notamment ? Oui, il y a du lin, je vais y revenir tout de suite. Donc, effectivement, le principal marché reste tout de même l'habillement, pour hauteur de 90%. Le marché du lin dans les matériaux composites, c'est encore quelques pourcents, mais on a de très bonnes perspectives. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la fibre de lin avait des caractéristiques techniques très intéressantes pour les industriels du composite, notamment sa légèreté, sa réponse au vibratoire et son aspect bien sûr éco-responsable. Donc on ne vient pas complètement en remplacement des fibres composites traditionnelles qui sont la fibre de verre, la fibre de carbone. Alors justement, dans le haut-parleur qui est là, qu'est-ce qu'on va trouver dans le lin ? Quelle est la partie ? Alors c'est la partie la membrane que vous voyez ici. Donc on voit tout à fait les fibres de lin, hein. On les a vues tout à l'heure à l'écran. Donc la membrane est faite entièrement en fibres de lin et grâce à la gestion du... Tournez-la légèrement qu'on puisse la montrer à Chloé qui est juste en face. Donc c'est la membrane, c'est la partie qui est de couleur un petit peu de lin, j'ai envie de dire. Justement, ne bougez plus, voilà. Donc cette partie-là est faite en lin, comme vous dites, ça transmet bien les vibrations sonores. Ça transmet bien les vibrations et ça évite les grésillements. Donc ce haut-parleur, du coup, a un son qui est beaucoup plus pur et c'est une des caractéristiques du lin. Voilà. D'accord. La seconde, c'est... voilà, le casque, mettez-le également devant vous, qu'on puisse bien le voir. Ici, vous retrouvez donc sur ce casque de vélo toute la partie rouge. Donc c'est une fibre de lin qui a été teintée. Donc il y a bien sûr l'aspect esthétique qui est recherché, mais également la résistance au choc, puisque le lin est très résistant au choc. Voilà. Donc ça, c'est pour du vélo, par exemple ? Oui, c'est pour du vélo. Après, ça se retrouve dans d'autres secteurs, des secteurs bien sûr du sport, mais également du transport. On peut avoir des coques de bateaux qui sont faites en lin. C'est un marché qui est encore en train de... Qui est un peu naissant, il est en train de se chercher aussi quelque part. On est sur l'innovation. Le potentiel est assez important, mais ça demande quand même des années de recherche avant de mettre au point un produit. En revanche, à l'avenir, le lin à sa place. Merci à tous les trois d'être venus nous parler du lin, un produit qui reste, on ne l'oublie pas, extrêmement agréable à porter. Hein. C'est vrai que le printemps arrive, l'été arrive, avoir des draps en lin, avoir une chemise ou un pantalon en lin, c'est quelque chose aussi de très agréable. En tout cas, le lin, on le rappelle, est énormément produit dans cette région. On se retrouve d'ici quelques minutes et en attendant, je vous propose de regarder un petit épisode de, très exactement, des aventures potagères de Sémaé. On regarde et on se retrouve juste après. Je m'appelle Olivier Joselon et mon métier, je suis technicien maintenance des variétés. Personnellement, j'aime bien l'univers du végétal et je suis passionné par la semence. L'enjeu de la maintenance, c'est de reproduire à l'identique les variétés telles qu'elles étaient décrites autrefois. Les différentes étapes de la maintenance, c'est donc déjà de semer des graines, mener donc la culture, les observer, les choisir. Donc j'ai repéré une plante hors type, donc qui est non conforme à la variété, hein, puisqu'on remarque que les fruits sont jaunes. Donc l'opération consiste à retirer ces plantes de la sélection.
Si on ne faisait pas de maintenance, ce qui se passerait, on aurait au fil des générations de plus en plus de plantes hors type qui ne correspondraient pas à la variété. La deuxième utilité du champ d'essai, c'est de valider, contrôler que ma maintenance que j'ai fait l'année dernière s'est bien passée et que j'ai à nouveau des semences homogènes. Ce que je trouve passionnant, c'est la diversité. On a une gamme très large, on est riche en fait de variétés, de caractères qu'on observe du matin au soir. Et j'aime bien mesurer, comparer, et voilà, ça me gratifie en fait d'être expert très pointu sur la connaissance des variétés. Alors le moment fort auquel je participe, c'est la récolte. C'est passionnant de récolter les graines des plantes que nous avons sélectionnées. C'est magique, il y a un côté magique. On va pouvoir passer le tracteur dessus, là, extraire les graines. Hein, je te demanderai juste de faire attention, de bien respecter la graine. Là, vous voyez, j'aime bien donner un coup de main, là, c'est une étape qui est importante. Là, on fait tomber les graines de la plante et on voit bien le fruit de notre travail, hein, issu de plusieurs mois de sélection, de maintenance. Ça va être nos petits bébés, là, on va confier ça à des agriculteurs multiplicateurs. La semence de base, c'est une semence que nous allons confier à un agriculteur multiplicateur pour faire une production de semences commerciales. Ces petits sachets, ce sont juste pour montrer la diversité d'espèces que nous travaillons. Donc c'est vrai que la gamme est très large, hein. On a à peu près 40 espèces différentes, avec une façon de les produire aussi très différente. Donc c'est juste pour illustrer la diversité de mon travail. Je fais le tour des étals sur les marchés. C'est le côté sympathique. J'aime bien retrouver des variétés que j'ai maintenues. Donc c'est vrai que c'est gratifiant et on sait que ça vient de soi et c'est toujours agréable. En région, aujourd'hui, nous sommes dans les Hauts-de-France, dans le Nord, très exactement au laboratoire d'analyse du comité Nord à Achicourt. On va maintenant parler des variétés de plantes, comment les conserve-t-on, quel est le travail qui est fait pour justement valoriser toutes ces semences avec trois invités. David Davio, bonjour David. Bonjour. Dominique, pardon, David. Dominique Davio, pardon. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la section potagère et florale de SEMAE. Le GNIS est donc devenu SEMAE. Tout à fait. La fonction est restée, évidemment. À votre gauche, Richard Boucherie, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission au Centre régional de ressources génétiques, le CRG, et plus spécifiquement en charge du patrimoine légumier, hein, c'est ça? C'est ça. Parfait. Et à ma droite, Hervé Delcourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de la Société des graines Bocquet. Tout à fait. Parfait. Dominique, et non pas David, Dominique, vous nous rappelez déjà un petit peu les enjeux qu'il y a autour justement de la conservation des variétés de semences. Il y a un enjeu dont on n'a pas forcément connaissance comme ça de prime abord. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a une attente forte à la fois de la part des maraîchers, mais aussi des jardiniers, de pouvoir accéder à une grande diversité de variétés et de pouvoir retrouver et de cultiver des variétés anciennes et des variétés anciennes de légumes. C'est le cas aussi du consommateur qui aujourd'hui cherche une grande diversité de formes, de couleurs, de goûts dans son assiette. Et donc c'est important de pouvoir permettre à toute la filière de retrouver des semences de ces variétés anciennes. Et de pouvoir
aux consommateurs. SEMAE a justement une fonction dans ce cadre-là bien particulière, de Plus de 110 variétés qui ont bénéficié de ce soutien sur une liste qui comprend plus de 300 variétés. Donc c'est un tiers des variétés qui ont bénéficié de ce soutien. Et puis d'autre part, il y a eu la volonté aussi de soutenir le travail de maintenance des variétés. Pour retrouver une variété ancienne, eh ben, il va falloir la conserver à l'identique, produire les semences pour permettre la commercialisation et la retrouver à la fois pour le marché professionnel ainsi que pour les amateurs. Et il y a un fonds de soutien qui vient d'être mis en place à la fin de l'année dernière et qui permet déjà à 28 variétés de bénéficier d'un soutien financier par rapport à ce travail spécifique de maintenance. J'ai pris deux exemples de variétés qui viennent d'être retenues par ce soutien, qui sont des variétés de haricots avec une variété régionale qui est le flageolet de Touraine. Très légèrement vert amande, vert clair et avec des grains rectangulaires. Et puis une autre variété ancienne qui est le haricot Saint-Esprit à œil rouge, puisqu'il a une caractéristique d'une tache spécifique sur le grain. Qui était bien connu dans différentes régions et qui avait un nom un peu étrange, qui est le nombril de bonne sœur. Le nombril de bonne sœur. J'adore effectivement les noms qu'on peut donner, qu'on pouvait donner. Aujourd'hui, on est plus sérieux. Hein. On donne souvent des numéros, des trucs comme ça, qui sont un peu plus tristounets. Richard Boucherie, chargé de mission donc au CRG, le Centre régional de ressources génétiques. Quelle est la mission de ce centre régional, très exactement ? Donc la mission, en fait, ça se décompose en 3 missions. C'est de conserver le patrimoine légumier régional, donc des Hauts-de-France. C'est d'évaluer tout ce patrimoine légumier, c'est évaluer l'intérêt agronomique, si c'est résistant aux maladies, aux ravageurs, si c'est intéressant dans les jardins, les champs, et puis au niveau du goût aussi, c'est important. Et le plus important, la 3e mission, c'est de valoriser tout ce patrimoine légumier, parce qu'on est financé par la région. Donc, il faut qu'il y ait un retour pour les habitants de la région. Et là, c'est la diffusion le plus largement possible de ce patrimoine légumier pour les jardiniers de la région, notamment. D'accord. Et voilà. C'est un petit peu en 3 temps, en fait. Il y a un premier temps, je crois, vous me le disiez en préparant cette émission, vous allez aussi investiguer sur le terrain pour essayer de trouver, et ça c'est toujours étonnant, hein, d'aller dans des fermes, chez des gens, le cas échéant, d'aller trouver des variétés pour voir si elles ne sont pas en fait un petit peu des semences oubliées, c'est ça, quelque part, et ensuite pouvoir les inventorier ? Tout à fait. Alors, la première phase, avant d'aller chez les gens, on a fait un inventaire bibliographique. Donc ça c'est assez long et fastidieux. Et pour savoir un peu ce qui était cultivé dans la région. Oui. Et après, on essaye de retrouver ces variétés anciennes auprès des maraîchers notamment, ou des anciens maraîchers. Et petit à petit, on arrive à retrouver des variétés, voire parfois même des légumes oubliés. Il y en a quelques-unes, hein, je crois d'ailleurs. Il y a la carotte Saint-Valéry, hein, si je ne dis pas de bêtises, et puis aussi l'oignon rouge d'Abbeville, pas bien loin. Dites-nous en 2 mots un peu. Je vous l'ai amené quand même. Ah bah voilà, l'oignon rouge. La star. Ouais, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il était oublié, lui? Lui, c'est vraiment une belle histoire. Voilà, montrez-le bien à Chloé qui est juste voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme histoire autour de cet oignon rouge d'Abbeville? Donc on repart en 2011. Oui. Donc en 2011, on pensait que cet oignon rouge d'Abbeville n'existait plus. Il avait disparu. Oui, il avait disparu. Il avait été décrit, il avait été bien décrit dans les bouquins d'horticulture, notamment le Villemorin et Andrieux de 1920. Vous avez une description qui fait au moins 15 lignes. Un peu l'encyclopédie universalis, j'ai envie de dire, des légumes, des fruits, variétés potagères. Des potagères. Tout à fait. Et on pensait, franchement, on l'avait inventorié, on savait qu'il avait existé dans la région. Et on a eu la chance, en fait, grâce à quelqu'un qui habitait du côté d'Abbeville. Un informateur. Je le salue au passage, il s'appelle Rodolphe Grolésia. Donc voilà, c'est vraiment grâce à lui qu'on a retrouvé la trace de l'oignon rouge d'Abbeville. Et en 2011, en fait, on a retrouvé la trace d'un jardinier de 89 ans. 89 ans en 2011,
Donc là, il était vraiment temps. Et il était heureux de nous voir. C'est lui qui avait encore finalement des semences et des oignons de cette variété-là. Ouais. En fait, l'histoire, c'est que ce monsieur était fils de maraîcher. Et le marais d'Aville était un marais maraîcher. Mais malheureusement, il a complètement périclité après la Seconde Guerre mondiale. Et ce monsieur, fils de maraîcher, allait dû travailler à l'usine. Mais il a vécu en fait sur l'exploitation de son père qui faisait 1 hectare. Et depuis 1941 jusqu'à 2011, tous les ans, il a multiplié cet oignon rouge. Il a fait un boulot extraordinaire. Donc moi, j'ai récupéré des semences tout de suite. Je les ai mis dans un frigo et un congélateur pour les conserver. Et en 2012, on a fait un travail d'évaluation de cet oignon et on s'est aperçu qu'il correspondait tout à fait à la description de Villemorin. Vous voyez, un oignon rouge très plat. Une petite soucoupe presque. Voilà, soucoupe volante. Et donc le monsieur l'avait dit demi-foncé, et c'est vrai, il est demi-foncé, et avec un collet assez fin. Voilà. C'est intéressant de voir que voilà, y a ce travail d'investigation pour essayer de retrouver comme une espèce animale aussi, une espèce végétale, une variété avec des spécificités locales, régionales en fonction, et de voir que finalement on peut les sauvegarder, préserver, parce que finalement vous n'auriez pas retrouvé la trace de ce monsieur. Cet oignon, il pouvait disparaître purement et simplement. Hervé Delcourt, pour vous, c'est important. Alors, je rappelle, vous êtes gérant de la société des graines Bocquet, donc vous commercialisez des graines. C'est important que vous preniez le relais aussi et dire, tiens, on va reprendre ces graines-là. Je parlais aussi de la carotte de Saint-Valéry. Bon, on ne va pas tout dire, mais elle aussi, elle a été sauvée de la disparition, cette belle carotte. C'est important pour vous d'avoir ces sources-là, finalement, pour ensuite distribuer ça à tout le monde. Exactement. Alors nous, en fait, on a 3 métiers, exactement. On est producteur et on met en marché les produits, notamment les variétés anciennes. On est conditionneur et on est distributeur. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la mise en marché des produits, des variétés anciennes. Et c'est vrai que ça, c'est très important. Alors moi, déjà, personnellement, et quand je dis personnellement, la société Graines Bocquet, nous, on est très, très fiers de faire partie de cette filière et de pouvoir diffuser tout ce patrimoine régional au plus grand public. Approchez bien votre micro pour vous entendre bien. Donc diffuser ce patrimoine au public. Au public. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment le collectif avec 4 intervenants, le CNIS, le CRG, le multiplicateur et nous. Voilà. Et c'est une chaîne. Hein. Si un maillon il manque, il y a un moment donné où ça va plus. Cet oignon, il disparaît, vous ne pouvez plus le distribuer. Exactement. Si ce travail de préservation et de financement aussi, s'il n'est pas là, on peut rater une étape et faire en sorte qu'il y ait une variété qui disparaisse. Exactement. Vous avez tout raison. Il y a des tendances, il y a des... Alors, ce que vous distribuez, c'est pour des particuliers, pour des professionnels Alors, nous, on travaille que pour le marché grand public. Et le marché grand public, donc nous, on vend évidemment à des professionnels qui ont des magasins, mais qui vont vendre que au grand public. Donc, surtout par des magasins, jardinerie, magasins alimentaires, magasins de proximité, et un petit peu sur Internet. C'est un marché qui se porte comment? On a beaucoup dit pendant le premier confinement et la suite et maintenant, les gens redécouvrent le jardin, ont envie d'ailleurs de plus cultiver, quitter les grandes villes pour aller aussi cultiver leur jardin. Du coup, ils aiment bien aussi produire, vous avez devant vous là, des carottes, des poireaux, des fleurs, etc. C'est quelque chose qui, j'ai envie de dire, est dans l'air du temps aussi quelque part. Alors, ce qui est assez étonnant sur notre marché, on va parler juste 2 minutes avant le Covid, c'était un marché qui avait une très très bonne image. Une image très positive, on en parlait beaucoup. Par contre, les chiffres du marché concret étaient très mauvais et depuis 30 ans. Et je pense qu'avant le Covid, on a dû atterrir sur un plateau bas. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que belle image, mais on ne vend pas beaucoup. Voilà, allez. Exactement. Et après? Et alors, le Covid a été un accélérateur, ça c'est certain. Maintenant, on attend de voir les années à venir. Ce qui est sûr, c'est que l'image est toujours bonne et de plus en plus bonne. Et j'espère, en tout cas moi je suis convaincu que la consommation dans les 10 prochaines années va progresser. Ces variétés justement un peu anciennes, oubliées, qu'on redécouvre, moi j'aime bien parler, Dominique, un peu d'archives nationales quelque part, de conserver ces semences et de mettre en œuvre des moyens pour. Ça compte aussi pour les gens parce qu'il y a aussi l'idée de se dire, tiens, je vais recultiver une vieille variété de tomates, de carottes et autres. Il y a un côté nostalgique, c'est positif quelque part aussi. Alors tout à fait, c'est nostalgique, les gens aiment beaucoup. On vend aussi beaucoup d'anciens produits des Hauts-de-France, des gens qui ont déménagé et qui restent attachés aux Hauts-de-France et à ces variétés-là.
Encore faut-il que le climat soit bon, hein, parce que faire pousser une production locale dans le sud de la France qui soit à l'origine des Hauts-de-France, on le sait très bien que, en fonction du climat, de la terre, etc., c'est parfois compliqué. C'est la vie. Et nous, juste pour information, par rapport à la diffusion, on a développé deux choses, alors plus en termes marketing. On a développé une box, alors là, je n'ai pas pu la ramener, mais une box avec des accessoires et qu'on vend en magasin et un peu sur Internet, qui reprend toutes les variétés anciennes. Et la deuxième chose qu'on a faite pour les magasins, pour les mettre en avant, on a développé un petit présentoir où on met toutes les variétés anciennes. Aujourd'hui, on en a une vingtaine. Et d'ailleurs, nous, on est fort demandeurs de nouvelles pour l'avenir. Donc, on en a une vingtaine. On a mis ça, on a créé un petit présentoir. Très bonne idée. Ça plaît beaucoup aux magasins. Parce que ça donne un accès local qui est tendance. Le kit complet avec les semences, les conseils, le petit guide et tout, quoi, qui finalement donne envie de cultiver soi-même ces légumes, par exemple. C'est quelque chose qui doit bien plaire. Tout à fait. Il y a un attachement particulier des jardiniers par rapport à des variétés qui ont du sens par rapport à l'histoire et par rapport au territoire, aux régions. De pouvoir cultiver une variété ancienne de la région spécifique, les amoureux des jardins apprécient de pouvoir cultiver cette diversité. En fait, ils sont à la recherche de cette diversité. Ils ont une diversité d'espèces au sein de leur potager, mais aussi une diversité de variétés. C'est-à-dire, on prend l'exemple des tomates, un jardinier passionné, il va avoir une dizaine, une quinzaine de variétés de tomates différentes. Et puis on va pas se mentir, honnêtement, c'est vrai qu'on ne trouve pas partout dans toute la grande distribution, forcément, vous parliez de tomates, Dominique, la tomate qui est parfaitement mûre, ou etc. Cultiver soi-même, cultiver son jardin, c'est aussi accessible, allez, on va dire à tout le monde, même en ville, sur une jardinière et autres, on peut cultiver des choses. Tout à fait, on peut se faire plaisir même avec des surfaces très, très réduites. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de ce qui est mis en œuvre pour conserver, redécouvrir, on l'a vu avec cet oignon d'Abbeville, redécouvrir des variétés anciennes pour tout simplement répondre à une chose, se faire plaisir en cultivant des choses pour finalement aussi les déguster. Après coup. Allez, on s'approche bientôt de l'heure du déjeuner, on n'y est pas encore tout à fait. Je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes. En attendant, Paris va prendre le relais et puis on se retrouve ici dans quelques minutes, toujours dans ce laboratoire du Comité Nord. À tout à l'heure.